Bonjour à tous. Nous allons donc voir dans ce topo les lésions des stabilisateurs secondaires du genou, qui sont entre autres les structures antérolatérales et le segment postérieur du ménisque interne. C'est un sujet très à la mode, avec beaucoup de publications à l'heure actuelle. Donc, je trouvais que c'était intéressant de vous faire un état des lieux de ce qu'on sait sur ces structures-là et leur importance, et comment on doit envisager la prise en charge thérapeutique de nos patients qui ont des lésions de ces structures. Il faut bien se mettre dans la tête que le genou, regardez le genou droit de ce joueur, quand il y a une lésion du ligament croisé antérieur, c'est un traumatisme complexe. Il se déboîte complètement avant de se réduire. Il faut sortir du paradigme des lésions valgus rotation interne, valgus rotation externe. Il y a clairement un genou qui saute avec un déboîtement, ou on pourrait même dire une luxation à minima, puis un réemboîtement. Vous voyez, on voit très clairement ici le tiroir antérieur qui se réduit une fois que le joueur met moins de pression sur la jambe. Et ça a été parfaitement bien montré dans les études sur les bone bruises qui permettent de mettre en évidence le traumatisme lésionnel en associant le bone bruise avec un élément fini qui permet de dire dans quelle position était le genou. Et on voit bien que ces genoux qui se déboîtent, comme on voit ici avec une translation antérieure importante, une structure antérolatérale est forcément lésée ou en tout cas touchée, et une structure postéro-interne se retrouve aussi dans une position difficile. Le Santi-groupe auquel j'appartiens a essayé de visualiser ça avec une vidéo un peu éducative. Et donc, je vais vous montrer ce qui se passe dans un genou quand l'ensemble des lésions apparaissent. On voit que la translation antérieure va entraîner une lésion du ligament croisé antérieur et du racine postérieur du ménisque interne, puis la rotation interne de la structure antérolatérale. Puis, il va y avoir un contre-coup réflexe du sommium membraneux qui va déchirer le POL et le segment postérieur du ménisque interne, comme nous allons voir maintenant, créant une rampe lésion ou son équivalent. Si on le reprend plus progressivement, on a donc ligament croisé antérieur ici, ménisque externe là, ligament antérolatéral ici. Translation antérieure qui entraîne un déchirement du ligament croisé antérieur de la racine postérieure du ménisque externe. Puis rotation interne qui va léser les structures antérolatérales. Mécanisme en contre-coup contralatéral, lésion du POL ici. Si on a une contraction réflexe du sommium membraneux, on va avoir une lésion de type rampe postéro-médiale. Voilà. Donc, commençons par les structures antérolatérales qui sont le ligament antérolatéral et les fibres de Kaplan. Pour ce qui est du ligament antérolatéral, le buzz ou le nouveau intérêt sur cette structure antérolatérale est apparu en 2013 avec cette publication de Stephen Class que vous connaissez tous, qui a fait le tour du monde, qui est un des papiers les plus cités en orthopédie. Il est fait description d'une structure déjà connue, on va y revenir, qui s'insère au niveau du segment, qui s'insère postérieur et proximal de l'épicondyle latéral et qui va jusqu'à une zone intermédiaire entre le tubercule de Gervais et la tête du péroné. Cette structure aurait, et on l'a démontré depuis, a un rôle dans la stabilité rotatoire. Ce qui a poussé Stephen Class à faire ces études, c'est ce travail de Second, en 1879, où Paul Second, gynécologue, mettait en évidence par ses travaux d'anatomie un point, une bande fibreuse, nacrée, résistante, qui, dans l'exagération du mouvement de rotation en dedans, subit toujours un degré de tension extrême. C'est une des premières descriptions du ligament antérolatéral. Si on remonte encore dans le livre d'histoire, je remercie Jean-Louis Tricouard de m'avoir aidé sur ce travail, on se rend compte que, en fait, cette structure-là a toujours été décrite aussi loin qu'on remonte dans les livres d'anatomie. Si les livres sont détaillés, on trouve des structures antérolatérales. Ce qui est important de connaître pour vous, c'est quels sont les signes cliniques qui permettent d'identifier une lésion de ces structures. Je ne vais pas revenir sur toute l'anatomie de la sémiologie du ligament croisé antérieur qu'on vous a déjà expliqué. Théodore Lomont fait ça très bien. On sait qu'en aigu, on peut palper cette structure. C'est un des derniers articles que nous avons publié. Un patient en aigu, quand vous palpez la zone entre le tubercule de Gervais et la tête du péroné, vous pouvez retrouver dans un peu plus de la moitié des cas une douleur à la palpation. Et si on corrèle ça à l'examen échographique, on a une mise en évidence d'une lésion du ligament antérolatéral. Donc en aigu, dans notre article, on a inclus que des gens qui avaient moins de 3 semaines de traumatisme de mémoire. On peut palper cette structure-là et rechercher une lésion antérolatérale. J'attire votre attention sur le pivot shift test, qui est présenté partout comme un test de lésion du ligament croisé antérieur. C'est un test qui témoigne d'une instabilité antérolatérale ou rotatoire en tout cas. C'est un test qui va explorer plusieurs structures. Il est multifactoriel
Et c'est pour ça que apporter une réponse isolée à un signe qui est multifactoriel est assez problématique et qu'il faut, à mon avis, qu'on améliore nos connaissances sur le démembrement des lésions et savoir apporter les solutions qu'il faut aux structures qui sont lésées. Ce pivochis peut être positif dans le cas de lésion du ligament antérolatéral qui peut amener à une reconstruction antérolatérale, mais peut aussi être positif dans le cas d'une lésion du postérieur du ménisque externe, qui à ce moment-là va nécessiter une prise en charge de lésion du ménisque externe. Et donc, savoir prendre un peu de recul, comprendre qu'il y a une instabilité rotatoire, comprendre que la majorité des cas, elle est liée à une lésion antérolatérale, mais que ça peut aussi être une autre lésion qui explique ça. Pour ce qui est des examens paracliniques, moi, j'utilise beaucoup l'échographie au bloc opératoire parce que c'est simple, disponible, que ça a une très bonne résolution spatiale, c'est-à-dire qu'on voit mieux à l'échographie que ce qu'on peut voir sur certaines structures à l'IRM. C'est dynamique, et ça n'a pas de prix parce qu'on peut tester la structure. Je rajoute que si les anesthésies arrivent, tout le monde peut y arriver. Je vous laisse le soin de partager ça avec vos amis anesthésistes. Donc, le but de notre travail, c'était de rechercher comment va le ligament antérolatéral. Je vous poste les études cadavériques et je vous montre comment on réalise les choses en direct au bloc opératoire dans cette problématique-là. Donc, au bloc opératoire, le patient est installé juste avant la chirurgie, il est anesthésié. On va tout d'abord rechercher ces structures antérolatérales avant de voir si elles sont lésées. La première étape, c'est de repérer les reliefs osseux sur la jambe du patient. Vous aurez besoin de savoir où est le tubercule de Gerdy, qui est assez facile à palper, où est la tête du péroné, qui est encore plus facile à palper, puis ensuite l'épicondyle latéral. C'est souvent la structure qui est la plus difficile à palper, et parfois, l'échographie va modifier l'emplacement de là où on pense qu'il y a l'épicondyle latéral. Le ligament antérolatéral va de ce point à ce point. Ça, c'est la marque des incisions que je ferai pour la technique de reconstruction que je vais développer un peu plus tard dans le topo. La première étape, c'est d'aller repérer ces reliefs osseux. On commence au tubercule de Gerdy. C'est celui qui est le plus facile à repérer. C'est la bosse blanche que vous avez au-dessus. Une fois que vous l'avez, vous avez le fascia lata qui est l'entrée noire ici. Et en allant en postérieur de lui, vous allez le voir disparaître et une nouvelle structure va apparaître au sein de l'examen du genou. Une fois qu'on a repéré cette structure, on remonte à l'épicondyle. On le voit ici très bien, l'épicondyle latéral. Puis ensuite, on voit la fossette du muscle poplité qui est à gauche, le rebord articulaire, c'est poplité ici, le rebord articulaire du condyle externe, le ménisque externe avec la terre géniculée à l'intérieur. Quand on le voit de manière normale, on a cette bande noire qui apparaît en arrière de l'iliotibial band, du fascia lata. On va en arrière et on va retrouver cette structure. Ici, vous avez l'artère géniculée au sein du ménisque externe qui est là. Le fascia lata disparaît et une nouvelle structure hypoéchogène noire va apparaître ici, ligament antérolatéral. On peut bien sûr le tester en mettant la rotation interne et vous allez voir la structure qui est là, se tendre et se détendre. Elle est fonctionnelle. Ce patient en plus n'a pas d'instabilité antérolatérale, pas de lésion du ligament antérolatéral. Dans le cas d'une lésion, je vous montrais tout à l'heure, ces structures-là disparaissent. On voit le début, mais on ne voit pas la fin. Quand il est lésé, plusieurs choses peuvent être vues. Une avulsion osseuse, comme vous avez ici, on voit très bien le ligament, l'avulsion osseuse et l'œdème qui est là. Et on peut aussi avoir une absence de mise en tension des structures lors de la manœuvre en rotation interne. Donc, on se remet dans la position où on était ici. Là, vous avez chez ce patient-là une encoche osseuse témoignant d'une atteinte corticale, un arrachement osseux. Et ensuite, le testing fait diminuer la rotation interne. Ici, vous voyez le dernier aspect de l'échographie qui permet de modifier la position des structures osseuses pour avoir un placement adéquat de la greffe. J'y reviendrai un peu plus tard dans le topo. Voilà ici comment ça se déroule en pratique. Tout est vérifié. Est-ce que c'est fréquent? Alors, on a mesuré ça à l'échographie. On a pris ce qu'on appelle des LCA isolés. Vous verrez que LCA isolé, c'est vraiment une espèce en voie de disparition quand on radie un peu partout entre des lésions. On a fait des radios, des scanners, des IRM, un pivot shift et une analyse échographique. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve que dans 50% des cas chez un patient qui a une lésion du ligament croisé antérieur, on retrouve un aspect de fracture de second à l'échographie, c'est-à-dire un arrachement osseux antérolatéral. C'est pas 50% des lésions du ligament antérolatéral qui sont fractures de second, c'est dans 50% des lésions du ligament croisé antérieur qu'on retrouve associée une fracture de second. C'est relativement fréquemment, pas une vraie lésion, mais une lésion corticale
ici un arrachement de la structure, une lésion unicorticale, environ 40% de ce qu'on a décrit comme étant des fractures de second. C'est l'équivalent d'une lésion de Bankart au niveau du genou, au niveau des structures antérolatérales, témoin d'une instabilité rotatoire. L'IRM est aussi utile, mais il faut des IRM un peu spécifiques et surtout, il faut des radiologues un peu habitués à se chercher ce genre de structures. Et vous voyez qu'on arrive à voir les structures antérolatérales et le faisceau fémoro-méniscal et ménisco-tibial, ici, qui correspondent aux réalités anatomiques qu'on a là. Quand on le recherche à l'IRM, c'est Camilo Edito du Brésil qui avait bien montré ça. On le retrouve, même avec des séquences classiques, dans plus de 97% des cas. Il suffit d'avoir une analyse fine et de comprendre ce qu'on regarde et d'avoir une coupe qui passe dans cette zone. En ce qui concerne la prévalence à l'IRM, là aussi un article de Camilo Edito qui retrouve une association de lésions antérolatérales concomitantes de lésions du croisé dans 60% des cas à l'IRM. Je ne parle pas que de lésions de second, je parle de lésions antérolatérales, incluant les fractures de second. La divergence qu'on a entre l'échographie et l'IRM, c'est qu'à l'échographie, on voit mieux les reliefs osseux et donc on va étiqueter des fractures comme étant des seconds qui ne seront pas forcément retrouvées à l'IRM. Et c'est l'exemple que je vous montre juste ici. Je me permets de revenir en arrière. Le même patient, vous voyez, on voit qu'il y a un œdème osseux à niveau de la corticale et il y a clairement un arrachement au niveau de la partie antérolatérale. Quand on augmente la pression de l'IRM, c'est une étude qui vient du Japon et qu'on fait des IRM 3D, on retrouve 80%, 87% de lésions antérolatérales concomitantes de lésions du croisé. Ce sont des IRM 3D avec une précision très importante au niveau de Tesla qui permettent d'arriver à ce genre de structure. Donc, vous voyez, c'est clairement des lésions qui sont fréquentes. Qu'en est-il des fibres de Kaplan? C'est ce qu'on appelle le complexe anterolatéral avec les fibres de Kaplan. Ce sont les fibres qui unissent le fascia lata ici au fémur. Il y a 3 niveaux de hauteur différentes. On sait très bien qu'elles contrôlent la rotation interne et que ça varie en fonction des degrés de flexion. Elles peuvent se rompre si on a une rupture du LCA et on peut observer des hématomes dans cette zone. C'est notamment l'équipe de Melbourne qui a beaucoup étudié ce sujet-là et Jérôme Logier quand il y était. Quand on regarde sur IRM sain, on retrouve une étude multi-observateurs. On a une corrélation entre ce qu'on observe à la dissection et les fibres de Kaplan qui sont identifiables à l'IRM. Clairement, ces fibres peuvent être vues à l'IRM et donc si elles peuvent être vues, leur lésion peut être observée. Et c'est ce que le dernier papier de l'équipe de Julien Feller. On retrouve une prévalence de ces lésions-là dans 14% des cas, avec soit des continuités, soit une avulsion fémorale, soit un épaississement. Ça ne veut pas dire que souvent les gens, dans les congrès, opposent fibres de Kaplan et lésions antérolatérales. Je ne pense pas que ce soit des choses qu'on puisse opposer. Je pense qu'il doit y avoir des lésions conjointes. Ce n'est pas ou l'un ou l'autre. C'est rarement ça qui existe en médecine. C'est jamais ou l'un ou l'autre. C'est toujours une association de plusieurs facteurs. Ces fibres de Kaplan ont un rôle dans la stabilité rotatoire. Il faut les étudier. Il faut savoir comment les remplacer et comment prendre en charge les patients qui ont ces problématiques-là. Justement, c'est le chapitre suivant. Qu'est-ce qu'on entend par technique de stabilisation antérolatérale et qu'est-ce qu'il faut en retenir et qu'est-ce qui est intéressant de comprendre? De quoi on parle? On parle d'ajouter une ténodèse latérale à une reconstruction du ligament croisé antérieur. Tout ça ne s'entend que dans le cadre d'une prise en charge intra-articulaire associée. L'objectif, c'est de traiter une instabilité rotatoire antérolatérale qui peut être mesurée par le pivot-shift, je vous ai expliqué tout à l'heure, et qui témoigne du fait de l'avulsion du ligament antérolatéral lors de la lésion, lors de la rotation interne. Pourquoi on fait ça? Quelles sont les preuves cliniques, plutôt que de faire des longs discours sur les études biomécaniques qui ont un certain nombre de biais? Regardons la littérature clinique. Que ce soit les reconstructions du ligament antérolatéral ou les techniques avec le fascia lata, ça diminue le taux de rupture de nos greffes, ce qui témoigne bien d'un problème rotatoire dans la prise en charge d'une lésion du ligament croisé antérieur. Ça améliore, ça protège nos résultats dans les réparations méniscales, et je reviens tout à l'heure sur les ramplésions. Et ça a un rôle non négligeable dans les situations difficiles, telles que les révisions, telles que les patients hyperlaxes et telles que les patients avec des ruptures chroniques. Là aussi, tout ça met bien en exergue le fait que le problème, il est rotatoire, aussi en plus de la translation antérieure. Sur quoi il faut se concentrer quand on veut faire ce genre de geste? Il faut bien discuter du choix de la greffe qu'on va utiliser. Il faut bien comprendre le concept d'isométrie dans l'isométrie.
Il faut bien faire en sorte de repérer les repères osseux et il faut faire très attention au problème de convergence des tunnels qui est un problème majeur qui peut arriver dans ces reconstructions. Le choix de la greffe. En fait, il y a deux types de greffes qui peuvent être utilisés pour les retours externes ou pour les tendineuses latérales dans la littérature récente, le gracilis ou le fascia lata. De manière biomécanique, on a comparé ces deux types de greffes. Le gracilis est clairement le plus résistant des deux. Et le fascia lata a les propriétés biomécaniques les plus proches de celles du ligament antérolatéral. Donc, c'est difficile d'arbitrer quel choix l'un plus que l'autre dans l'utilisation. Quand on s'intéresse au fascia lata, cette analyse des registres américains montre bien que dans les techniques de renfort externe, c'est la technique de Lemaire modifiée qui est la plus utilisée dans la communauté. Elle consiste en quoi? Elle consiste à utiliser une partie du fascia lata qui est laissée pédiculer au tubercule de Gervais, passer sous le ligament collatéral latéral, très important, je vais y revenir juste après, et fixer au fémur, ici avec une mise d'interférence ou avec la technique de fixation que l'on veut. Quand il s'agit de reconstruire le ligament antérolatéral, on utilise préférentiellement le gracile. Bertrand, sur notre côté, vous a proposé sa technique avec le croisé et le ligament antérolatéral dans une greffe continue avec qu'un seul tunnel fémoral et un double faisceau, je vais m'exprimer ainsi, du ligament antérolatéral. Camilo Elito du Brésil a modifié cette technique en n'utilisant qu'un seul faisceau pour le ligament antérolatéral. Et je vous montrerai la technique que j'utilise, qui sont des greffes indépendantes, percutanées, guidées par échographie avec un ligament antérolatéral fait en deux faisceaux ou en deux brins. Pour ce qui est du concept d'isométrie ou d'anisométrie, quand on utilise le fascia lata et qu'on fait une technique de Lemaire, il est fondamental de passer la greffe sous le ligament collatéral latéral. C'est ce qu'on appelle l'effet poulie du ligament collatéral latéral. Ça permet de garder la greffe toujours postérieure et proximale et ça permet d'éviter les erreurs importantes d'isométrie. C'est un gardien qui prévient contre les anomalies majeures en permettant de garder la greffe postérieure et proximale. Pour ce qui est des techniques au ligament antérolatéral, il faut comprendre plusieurs choses quand on fait ce genre de greffe. Il faut fixer la greffe en extension complète. C'est le complexe, c'est la notion d'anisométrie favorable. Il faut que la greffe soit tendue en extension et relâchée en flexion. Et pour faire ça, il faut qu'elle soit insérée en proximal et en postérieur de l'épicondyle latéral. Et donc, il faut bien que les reliefs osseux soient évidents et que vous n'ayez aucun doute quand vous les palpez pour faire vos techniques de reconstruction. Et j'attire votre attention sur le fait que les repères osseux ne sont pas toujours faciles à identifier. Cette jeune patiente, elle joue au rugby dans un club de haut niveau dans le sud-est de la France. Il faut que je lui fasse un retour externe. Donc, le placement de la greffe, il est capital. On a développé des techniques échographiques pour pouvoir améliorer la prise en charge de nos patients et pouvoir faire des positionnements plus précis des greffes. Je vais y revenir juste après. C'est le concept de chirurgie guidée par l'échographie. Prenez les échographes, ça ne sert pas qu'aux chirurgies de la main. Sur les genoux, vous allez voir des choses hyper intéressantes. Pour ce qui est du problème peut-être technique le plus difficile, c'est ce qu'on appelle la convergence des tunnels. C'est quand il existe un conflit entre le tunnel du antérolatéral et le tunnel du ligament croisé antérieur. C'est relativement fréquent dans les publications, jusqu'à 60 à 70% dans les articles que vous voyez ici. Et vous comprenez bien que ça va entraîner une lésion de la greffe que vous venez juste de faire, donc c'est problématique. Comment fait-on pour ne pas rencontrer ce problème-là? Comment l'éviter? Si vous faites une greffe continue avec une technique outside-in, à l'extérieur, c'est le ligament antérolatéral, à l'intérieur articulaire, c'est le ligament croisé antérieur, vous ne faites qu'un seul tunnel, donc un seul tunnel, pas de risque de convergence entre les tunnels. Deuxième option, si vous faites une technique inside-out et que vous voulez éviter les problèmes, c'est la technique que j'utilise moi. On fait des logettes très courtes, 10 mm suffit, et ça on l'a bien montré dans cet article publié dans l'American Journal of Sport Medicine. Et pour ce qui est du ligament antérolatéral, on ne fait pas de tunnel, on fixe ça avec une encre contre la corticale du fémur. Donc pas de tunnel, pas de risque de convergence. Si vous décidez d'utiliser une technique, dirons-nous, plus classique de Lemaire, quelques artifices vous permettent de contrôler cette problématique. Il faut faire le tunnel antérolatéral sous contrôle scopique. Vous passez le scope en antéromédial et vous regardez l'intérieur du tunnel fémoral
et vous allez pouvoir voir s'il y a une effraction, s'il y a un contact. Donc, si vous décidez d'avoir une technique à 2 tunnels, il faut que vous contrôliez en paire opératoire ce qui se passe dans le tunnel du ligament croisé antérieur quand vous méchez l'autre. Voilà comment je fais la technique pour le MER modifié. Donc, l'installation est classique, comme vous l'installez comme vous voulez. Premier point, les repères anatomiques, la tête du péroné, le tubercule de Gerdy, et donc l'épicondyle latéral, dont je ne cesse de vous répéter qu'il n'est pas si facile que ça à identifier. L'incision, vous la faites de la taille que vous voulez. Moi, je fais 4 à 5 cm centré sur l'épicondyle latéral. La dissection est assez simple, la structure est superficielle. Vous disséquez au bistouri, et pour ceux qui n'ont pas de gêne avec ça, vous le faites aussi au doigt, ce que je fais facilement. On va prendre une bandelette de fasciolata d'1 cm d'épaisseur, laisser pédiculer au tubercule de Gerdy. Pour ce qui est de la dissection proximale, allez au moins 4 ou 5 cm au-dessus de l'épicondyle latéral. Vous la préparez de manière classique. Ensuite, il faut la passer sous le ligament collatéral latéral. Quelques astuces, vous mettez le genou en varus, vous attrapez le ligament et ensuite vous créez l'espace en dessous. En mettant un peu de varus, il est facile de voir la structure qui se tend. Et donc, vous passez la greffe sous la structure en disséquant celle-ci. C'est relativement facile à faire. Et ensuite, vous passez la greffe. Une fois que vous la passez, vous demandez à votre opératoire de tirer vers l'avant. Ça va vous dégager la partie proximale et postérieure de l'épicondyle, qui est donc notre point d'entrée du tunnel. On commence bien sûr par une broche. Et là, on vérifie qu'on ne fait pas de collision avec l'autre tunnel. En direct, vous allez voir si la broche traverse ou si vous voyez une effraction. Ça va être pareil avec la mèche ensuite. Moi, j'utilise une mèche de 6 mm pour laquelle on va mécher pour une profondeur de 40 mm. Et donc, vous regardez s'il y a une effraction particulière, mais surtout ensuite, vous vérifiez que le fil de traction que vous avez utilisé n'a pas été endommagé pour vraiment être sûr qu'il n'y a aucun conflit entre le moyen de fixation et le passage de la greffe. On passe ensuite le ligament croisé antérieur et on termine la chirurgie du ligament croisé antérieur. Puis, la dernière étape est la fixation du retour externe. Je vous conseille de mettre la broche en nitinol avant de mettre la greffe, c'est plus facile. On tracte la greffe à l'intérieur, comme ceci, et ensuite on va la fixer avec une vis interférence. Si on a fait un tunnel de 6, donc on va mettre une vis de 6, le plus proche possible de l'extension. On est limité parce que le fasciolata vient vers l'avant, mais on essaie d'être le plus proche possible de l'extension en tractant sur la greffe et en mettant la vis comme ceci d'interférence. Vous voyez, la greffe est tendue en extension. Enfin, la greffe est tendue, pardon, la greffe est tendue dans l'ensemble des mobilités. Quand je fais maintenant une technique au ligament antérolatéral, je reprends les incisions que j'ai précédemment repérées à l'échographie, que je vous montrais tout à l'heure. Et donc, je fais des incisions très petites sur les zones repérées comme étant les zones d'insertion. Tibia et fémur en arrière de l'épicondyle latéral et en proximal. Je vais fixer la greffe au fémur avec une encre. Donc, je crée le passage pour l'encre sans qu'il y ait de risque de conflit avec le tunnel du fémur. La greffe est ensuite passée de distal à proximal sous le fasciolata. C'est un gracilis replié en deux. Le semi-tendineux est resté et utilisé pour le ligament croisé antérieur. Je le laisse pédiculer au tibia et je le monte avec un endo-bouton. Fixation au fémur avec des nœuds. Enfin, là, rien de bien extraordinaire. Pour ce qui est de la fixation au tibia, j'utilise une agrafe ligamentaire de 6 mm, comme ceci, qui va être impactée dans l'os, dans un genou en extension complète. La greffe est mise en tension sans être tirée de manière excessive, en extension complète, pour reprendre les principes que je vous ai évoqués tout à l'heure d'anisomètrie favorable. L'impaction n'a rien de particulier. Avec un marteau, on tape aussi fort qu'on peut pour plaquer la greffe contre le ligament, contre le cortex. Vous voyez voici l'aspect post-opératoire avec l'endo-bouton, la fixation du ligament antérolatéral au fémur et au tibia. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, la différence de fixation entre avec échographie ou sans échographie, on voit qu'on est beaucoup plus précis avec échographie et beaucoup plus reproductible dans l'analyse. Je pense que c'est dommage de se priver d'un outil comme ça. À l'heure actuelle, on n'a pas le droit de mettre une greffe pas comme il faut. Voilà. Donc, pourquoi j'utilise
vous allez j'anticipe les questions. Pourquoi j'utilise le ligament antérolatéral et pas le fascia latin en première intention? La technique que je vous ai montrée peut être rajoutée à ma technique du LCA habituelle, sans modification. Elle peut être rajoutée en peu opératoire. Par exemple, je découvre une lésion type rampe lésion. Je décide d'additionner un retour externe en prenant le gracile que je vais fixer de la façon dont je vous ai montré. On a montré une incorporation complète de la greffe à 1 an de recul, analyse IRM, sans faire le moindre tunnel. Rien que l'appui sur la corticale permet une réhabilitation et une revascularisation de la greffe. Donc, on a une incorporation complète de la greffe sans qu'on ait à faire de tunnel. Il faut penser au capital osseux. Ce n'est pas un problème que de prothèse. Le capital osseux est aussi un problème de chirurgie ligamentaire. Donc, il faut tout faire pour le concerner. Donc, mon choix, c'est le choix de l'efficacité. Ligament croisé antérieur avec le semi-tendineux, replié en 3 ou en 4 sur la longueur qu'on a disponible, et le retour externe, la plastique du ligament antérolatéral avec le gracile en percutané, repéré par échographie. Pourquoi je fais ces greffes-là? Parce qu'il y a de meilleurs résultats. Sur quoi il faut se concentrer? Pour ce qui concerne l'isométrie, il faut savoir passer la greffe sous le ligament collatéral latéral. C'est très important. Il faut savoir bien analyser les repères osseux. Si vous avez un doute, mettez un coup d'échographie, vous verrez les structures et vous comprendrez mieux comment est l'anatomie de cette zone du genou. Le problème de convergence est un problème majeur. Si vous faites un seul tunnel, vous n'avez pas de problème. Si vous ne faites pas de tunnel, vous n'avez pas de problème. Si vous décidez de faire 2 tunnels, contrôlez à l'échographie que vous n'ayez pas de problème, c'est notamment vrai dans les petits genoux. Que penser de la découverte, de la redécouverte du ligament antérolatéral? C'est une avancée certaine. Ça a permis d'ouvrir plein de débats. Ça a permis de mieux comprendre ces structures-là et de voir des résultats cliniques qui étaient meilleurs parce qu'on s'est intéressé à ces structures. Mais il reste beaucoup à faire et c'est clairement pas que le chaînon manquant qui permet de tout comprendre. On n'a pas encore de résultats qui sont parfaits en chirurgie ligamentaire du genou pour pouvoir se passer de ce type d'analyse. Passons maintenant aux lésions de type rampe lésion, les lésions de séquence postérieure du ménisque interne, qui sont maintenant. Il faut bien comprendre que les lésions de type rampe lésion, ce n'est pas une fake news. Ce sont des choses qui existent. Et si vous ne les cherchez pas, vous ne les trouverez pas. Mais si vous les cherchez, vous allez en trouver des lésions, même sur cette IRM où on voit clairement que le liquide articulaire passe en arrière du ménisque interne. Voilà cet exemple d'un patient avec une exploration classique. Vous voyez ici, on est en médial, le fémur est ici, le tibia est là et le ménisque est au fond. Je vais tester le ménisque au crochet. On note une certaine mobilité, mais rien de catastrophique. Si on s'arrête là dans l'exploration, on va ne pas mettre en évidence ceci qui est derrière le ménisque. Vous voyez, c'est à temps réel, il n'y a pas de montage, on est passé à l'arrière. Donc, on voit déjà qu'une lésion apparaît, mais si on teste en plus à l'aiguille, on va clairement voir un trou dans le ménisque, à sa partie postérieure, à la jonction, avec l'attachement du semi-membrane, je vous le dirai un peu plus tard. Si vous n'allez pas voir, vous ne trouverez pas. Mais si vous allez voir, vous allez trouver des lésions, vous allez en trouver un certain nombre. C'est quoi les conséquences mécaniques? Ça a été bien mesuré par les différents auteurs qui se sont intéressés à ce sujet, notamment l'équipe de Lyon. Il y a une part de la translation antérieure qui est contrôlée par les lésions de type rampe lésion. Le croisé contrôle bien sûr cette structure-là, mais les rampes lésions vont aussi avoir un rôle. Donc, on comprend bien que si on ne les répare pas, on va garder une composante de translation intérieure qui n'est pas corrigée. Et donc, on va risque de mettre en péril la santé de nos greffes parce qu'il peut y avoir du jeu articulaire qui va jouer sur les greffes et surtout le résultat ne sera pas pleinement satisfaisant. Comment on fait pour les voir? À l'IRM, on peut voir dans un certain nombre de cas un passage de liquide postérieur ici ou alors un œdème osseux témoignant du fait que le disque s'est retrouvé comprimé ici. Nous sommes en train de publier nos résultats sur les IRM en flexion qui permettent de dégager la capsule postérieure. Et j'espère revenir assez vite vers vous avec des résultats probants. Comment les trouver par arthroscopie? Ça a été bien montré par Bertrand sur mes côtés et en association avec notamment François-Xavier Clunepet dans le cadre d'un symposium de la SFA. Il y a 3 temps. Un, on va regarder par devant. Et là, on peut avoir un certain nombre. Étape 2, on va regarder derrière. On en voit aussi un certain nombre. Étape 3, on va tester à l'aiguille. Et ça, c'est très important, je vais y revenir. Parce qu'on peut démasquer un certain nombre de lésions. Et vous voyez que ces lésions cachées, dans 40% des cas, quand on regarde par devant, on ne voit pas de lésion du ménisque. Alors que quand on va voir derrière, on va en identifier un certain nombre supplémentaire. Pourquoi elles sont cachées? Parce que dans l'anatomie postérieure du ménisque interne,
il peut y avoir le synovial qui vient recouvrir la lésion, qui peut être inférieure, et donc on ne la voit pas. Si vous palpez à l'aiguille, vous allez sentir le défect et vous allez pouvoir aussi dégager la partie supérieure pour pouvoir mieux voir la lésion. Vous avez quelques exemples ici. Je dois cette slide à Mathieu Thomas. Ici, en passant postéro-médial, vous allez voir qu'un tiroir de crochet par devant, on voit une certaine mobilité, sans qu'on voit de lésion immédiate. Et là, on passe la caméra en postéro-médial. Et on voit clairement qu'il y a une zone de faiblesse ici. Et en testant l'aiguille, on sent le défect. Et deux, la lésion va clairement s'ouvrir facilement, comme ceci. Et on démasque une lésion complète qui a d'allure ancienne de segment postérieur du ménisque interne. Comment on le traite? Il y a plusieurs options. Je crois vraiment que maintenant, ça a été montré que ces lésions sont instables. En tout cas, c'est ce que je pense moi, et qu'il faut les prendre en charge. Mon idée, c'est d'avoir une visualisation directe avec un portail postéro-médial, avec un nettoyage, un abord direct, une suture au crochet, qui permet une fermeture complète. Certains auteurs ont proposé des voies d'abord antérieures, avec des sutures, avec des systèmes all-inside. Je pense que les résultats ne sont pas aussi bons dans la littérature que ce qui a été publié. Mon choix, à l'heure actuelle, basé sur les connaissances, c'est des sutures non résorbables, parce que ça évite, des sutures résorbables, parce que ça évite les lésions secondaires. Le PDS est très utilisé par voie postéro-médiale qui permet d'avoir un abord direct sur la structure. Donc, vous voyez ici, on voit très bien le trou. Première chose, débridement des lésions, suture au crochet, passant de part et d'autre la lésion. Il faut en prendre le plus possible derrière et le moins possible devant pour ne pas créer des déchirures secondaires. Et on descend des nœuds. La technique des déchirures de l'épaule, c'est Nicolas Bonnevial qui m'a appris à faire ça. Un, puis un deuxième. Il faut en faire environ tous les 5 mm, tous les 1 cm, jusqu'à ce qu'on ait une lésion qui soit bien stable. Et vous voyez qu'on a complètement refermé la lésion qui existait en postérieur, ici. Et donc, chez ce même patient, en allant re-regarder devant, on voit que le ménisque ne bouge plus du tout. Il est clairement fixé derrière. Le problème n'est pas le ménisque qui va vers devant, le problème c'est qu'il est derrière le ménisque qui part derrière. Donc, avant, vous avez cette mobilité qui est ici, vous allez voir, avec rien de catastrophique, le ménisque qui bouge. Et après la fixation, on n'a plus du tout de mobilité. Ce qu'on pensait intuitif, c'est le rôle du semi-membraneux dans cette lésion-là. Et on a clairement pu le montrer dans notre dernier papier dans l'American Journal of Medicine sur l'implication du semi-membraneux et du segment postérieur du ménisque interne dans ces lésions de rampe. Donc, on a disséqué des structures postérieures et on a trouvé tout un tas de structures. Dans tous les cas, on a trouvé une branche capsulaire du semi-membraneux, ici, qui est toujours présente. Un ligament méniscotibial qui est inférieur et non postérieur. Ça, je le redis, je vous le dirai plusieurs fois dans le topo. C'est une implication thérapeutique importante. Et une zone de faiblesse au milieu. Donc ça, on l'a vu d'un point de vue macroscopique. Mais on l'a aussi vu d'un point de vue microscopique avec des coupes anapates, vous voyez, de haute résolution. Si vous zoomez, vous allez pouvoir les cellules à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a pu mettre en évidence à chaque fois? Fémur ici, tibia là, le corps méniscal, la branche capsulaire semi-membraneux avec des fibres musculaires ici, le ligament méniscotibial qui est clairement orienté comme un ligament qui vient du plateau tibial qui va en postéro-médial du ménisque, et une zone de faiblesse au milieu qui correspond vraiment à la zone où se réalisent les rampes lésions. Quand on rentre dans le détail, on a cette branche capsulaire semi-membraneux ici qui vient tirer sur toute cette région-là. On imagine bien qu'il peut y avoir des contraintes postérieures par des contractions réflexes semi-membraneux. Le ligament méniscotibial, il est inférieur. Donc, le système de fixation que vous allez utiliser devra prendre en compte cette composante inférieure. Si vous mettez que des choses qui sont dans ce sens-là, vous n'allez pas pouvoir attraper le ligament qui est lésé. Et il y a dans tous les cas un tissu d'interposition hautement vascularisé qui semble être une zone de faiblesse. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous suspectons, nous, par le résultat de cette analyse. On s'imagine donc bien que quand on a une traction dans l'axe semi-membraneux, qui peut être réflexe, patient qui se met en contraction des ischio-jambiers, on va avoir des transmissions des forces au tendon direct, mais aussi à la branche capsulaire du semi-membraneux. Il va y avoir un déplacement postérieur de la capsule qui va être assez vif comme une contraction musculaire et qui va déchirer le ménisque médial, ou en tout cas la zone d'interposition qui est ici.
et qui va déchirer aussi le ligament ménisco-tibial. On est les seuls à avoir montré que cette structure elle est inférieure et pas postérieure. On est complètement en désaccord avec les schémas proposés par Grace et de Filippo qui retrouvent une structure postérieure. Nous, on la trouve clairement inférieure dans l'ensemble des cas où on a regardé. Et pour nous, ça a un intérêt majeur du point de vue thérapeutique parce que pour pouvoir réparer ces lésions-là, il faut prendre en compte cette composante méniscale inférieure et pouvoir refermer de manière adéquate ces structures ménisco-ligamentaires. Et on voit quand on a ce type d'attitude, c'est-à-dire que l'on va réparer des lésions méniscales, des zones de remplésion, c'est un travail de l'équipe de Lyon, on diminue le risque de méniscectomie secondaire par rapport à la série historique de la SFA. Avec, vous voyez, quand on utilise que la remplésion, que la technique de la remplésion, on a une diminution de 10%. Et quand on additionne en plus une stabilité rotatoire, et donc on protège son genou, on diminue de manière importante le taux de méniscectomie secondaire. Donc, vous voyez clairement que ces stabilisateurs secondaires, ils ne sont pas si secondaires que ça. Il faut avoir l'esprit ouvert, il faut savoir aller regarder ce qui se fait, regarder les autres pays, ce que les gens proposent, et toujours rester intéressé, toujours ouvert d'esprit aux nouvelles descriptions qui peuvent améliorer les résultats fonctionnels de nos patients qui sont au jour d'aujourd'hui bons, mais qui pourraient être meilleurs. Je vous remercie, je reste joignable à l'adresse mail que vous avez ici.